Nous avons parlé il y a un instant de l'ultimatum donné par Donald Trump, le président américain, à Vladimir Poutine. L'une des réponses de Vladimir Poutine, c'est que la guerre continue, les bombardements aussi. Les frappes russes en Ukraine et ce mot très important du président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Pas une journée ne passe sans que l'armée russe ne tue en Ukraine. Ces images, vous les voyez, ce sont les derniers bombardements qui ont visé les oblasts de Dnipropetrovsk, mais aussi de Zaporijia, où une colonie pénitentiaire a été attaquée. Bilan provisoire de 22 morts, 85 blessés, tout à fait provisoire parce qu'il ne fait qu'augmenter ce bilan. Au total, on a appris que 73 Vera Grandzeva, localités ukrainiennes, avaient été attaquées. Peut-être un mot de cette zone très particulière, Zaporijia, qui n'est pas épargnée depuis le début de la guerre. Pourquoi Zaporijia ? Bon, c'est très proche déjà à la ligne de front aujourd'hui. Il y avait aussi la centrale nucléaire. D'ailleurs, cette question reste quand même assez aussi sensible aujourd'hui parce qu'il y a quand même toute la guerre autour. Donc oui, c'est aussi la région suivante que la Russie et que l'armée russe peut envahir et où elle peut avancer et où il peut aussi essayer de déclarer que c'était ses territoires, etc. Donc elle peut s'en prendre aussi contre ces territoires. Donc cette population-là est exposée effectivement aux attaques depuis le premier jour de la guerre et on a vu des immeubles où il y avait les missiles, des gens qui mouraient comme ça après les attaques. Donc oui, malheureusement, c'est la région suivante qui est après le Donbass qui est sous les attaques russes permanentes depuis 2022. Et ce tweet de Volodymyr Zelensky qui est encore plus clair, il dit, et on va vous le montrer, l'avion russe a bombardé le territoire d'une colonie pénitentiaire dans la région de Zaporijia. C'était une attaque qui était à la fois, dit-il, délibérée, ciblée, non accidentelle. Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils frappaient des civils dans cette colonie pénitentiaire. Bien sûr. C'est Zaporijia, c'est tout un symbole géostratégique, géopolitique d'abord, parce que c'est une des clés du Dniepr et de la circulation sur le Dniepr, qui tient Zaporijia, tient en grande partie la circulation des navires, qui peuvent être des navires hauturiers, qui peuvent aller de la Baltique et circuler ensuite en Méditerranée grâce à cet extraordinaire couloir qui a littéralement formé la Russie et l'Ukraine entre le nord et le sud, entre la Scandinavie et la Méditerranée d'une part. D'autre part, c'est très symbolique parce que c'est la terre des Cosaques, c'est la terre des Cosaques Zaporog, entre autres tribus, on va dire, cosaques, et c'est là, surtout, où il y a eu la première déclaration de l'indépendance de l'Ukraine au XVIIe siècle. C'est là où une sorte de parlement un peu tribal des Cosaques s'est réuni pour proclamer leur séparation du pouvoir polonais-lituanien à l'époque. D'accord. Avec une alliance avec la Russie, et c'est pour ça aussi, c'est très symbolique pour la Russie, s'ils tiennent ça, ils tiennent la mémoire, ils peuvent refaire les musées, et refaire l'histoire sur place. Et on avait vu, notamment sur ce plateau, lorsqu'on évoquait cette guerre, que c'était très important pour la Russie de refaire la mémoire. La réécriture des livres d'histoire, de ce qui est enseigné dans les écoles notamment. Un fait peut-être intéressant, vous allez me dire, mon colonel, ce que vous en pensez. Ce centre pénitentiaire qui a été touché dans la nuit à Zaporijia. Mais il y a 3 jours, il y a un autre centre pénitentiaire qui a été touché, cette fois dans la région du Donetsk, qui est une région qui n'est pas épargnée non plus depuis le début de cette guerre. On a du mal à saisir l'importance stratégique, militaire de toucher ces centres pénitentiaires. C'est tuer le plus de civils possible, des gens condamnés ? À mon sens, non, c'est pas tuer des gens qui sont condamnés. C'est peut-être plutôt leur permettre de s'échapper. C'est faire une atteinte à l'ordre du pays. Parce que prisonniers russes qui permettraient donc de s'échapper. Alors il y avait dans la prison de Donetsk effectivement des prisonniers russes. Mais dans la prison de Zaporijia, 274 prisonniers, tous ukrainiens. On a donc du mal à comprendre pourquoi la cible. Oui, mais même si ce sont des prisonniers de droit commun, ce sont des gens qui sont nuisibles pour la société. Donc, frapper des prisons, c'est porter atteinte à la sécurité de l'État ukrainien, sa sécurité intérieure. Et ça continue dans le sens de ce qu'a toujours voulu Poutine, en frappant les villes, en frappant les civils, c'est-à-dire créer la terreur au sein des populations. Donc, frapper des prisons,
ça peut permettre à des prisonniers de s'échapper et ça pose des problèmes vis-à-vis de l'ordre et de la sécurité intérieure du pays. Ajouter de l'instabilité à l'instabilité. Absolument. Exactement, oui, c'est ça le but. On tue 50 prisonniers, il y en a 200 qui sont dans la nature, qui vont violer, tuer et faire ce que vous voulez. C'est ça pour cette cible-là en particulier. Mais vous avez raison, mon colonel. Oui, ce sont des bombardements littéralement terroristes. C'est ça, c'est la même stratégie que le bombardement de Londres en 1940. Il n'y a aucune cible stratégique précise, sinon de faire du mal au moral des civils. On en avait parlé tout à l'heure. Combien de temps tiendront-ils ? Eh bien, Poutine et d'autres espèrent qu'ils ne tiendront pas s'ils ont peur, s'ils n'en peuvent plus. D'autant plus qu'il y a un autre axe qui est bombardé H24 par les Russes, parce qu'on connaît cette période de l'été, qui est une période propice pour les Russes pour faire une percée. Beaucoup diraient que les Russes préparent par ailleurs une attaque d'ampleur parce qu'il y a le coup près américain. C'était 50 jours, raccourci à 10-12 jours, il faut donc se dépêcher. Il y a l'axe Soumy-Kharkiv-Dnipro. Pourquoi cette cible est privilégiée vers Agandzeva par la Russie ? Bon, c'est Soumy, Kharkiv, Dnipro, c'est l'axe en fait d'où aussi l'attaque sur le territoire russe a été organisée. Et on se rappelle que depuis, Poutine voulait bien sûr libérer le territoire russe, mais aussi faire cette fameuse zone tampon pour éviter des prochaines aussi attaques sur le territoire russe du côté ukrainien. Parce que quand même, c'était très humiliant, c'était quand même une opération spectaculaire. C'était jamais vu depuis 1941 quand même, l'invasion sur le territoire russe historique. Donc, il cherche à faire cette zone tampon dans les régions de Soumy, par exemple. On voit qu'il n'arrive pas beaucoup à avancer là-bas non plus. J'ai lu récemment que les Ukrainiens ont pu repousser ces attaques et ils tiennent quand même les frontières. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avancées là-bas. Par contre, il y a toute la région autour, effectivement, de Pokrovsk, où il y a la pression. Bon, ici, je passe sous le contrôle du colonel. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour avancer vers Pokrovsk et pour éventuellement prendre finalement Donbass. Parce que ça fait 3 ans qu'ils n'arrivent pas à prendre entièrement le territoire de l'oblast de Donetsk, donc Donbass. Et au nom quand même de cette région, cette guerre a été déclarée il y a 3 ans. Donc ici, ils font beaucoup d'efforts. Par contre, j'ai entendu parler de cette offensive fameuse depuis déjà mai 2025. Et depuis, on est en août, l'été va bientôt finir, les pluies, l'automne, Rasputitsa. Vous dites que le temps passe et que vous ne voyez pas cette offensive. Exactement. Alors j'ai peut-être une réponse pour vous. Pourquoi ? Parce que peut-être 2 blocages pour la Russie. D'abord, il faut réarmer le pays durablement, démographiquement. C'est un lapsus intéressant de parler de démocratie. Et puis, il faut le réarmer aussi avec les armes. Alors, sur le côté démographique, voilà ce que nous disent les services secrets ukrainiens, les renseignements. On va vous montrer notamment ces chiffres. D'ici à 2030, on nous dit que la Russie va devoir intégrer 10,9 millions de personnes dans l'économie. C'est une première chose. Pourquoi 10,9 millions de personnes ? Parce qu'il y a 10,1 millions de personnes qui vont partir à la retraite. C'est énorme, c'est beaucoup. Le nombre d'actifs qui part à la retraite va devoir entièrement être remplacé. Et ça veut dire 800 000 nouveaux emplois créés, notamment dans l'armement. Où est-ce qu'on trouve 11 millions de travailleurs russes, alors qu'on a l'impression que tout le monde est déjà sur le champ de bataille, sans vouloir utiliser un mauvais jeu de mots. Est-ce que ça veut dire que les retraités ne partent pas en retraite ? Ça peut vouloir dire que les retraités ne partent pas en retraite, parce qu'il y a un déficit démographique absolument catastrophique en Russie. Partout, dans toute l'Europe d'ailleurs. On le voit même en France. Vous avez peut-être entendu les déclarations d'Emmanuel Macron. Alors il faut un petit peu oublier la panique qu'on crée, qu'il y a trop de personnes, il y a trop de bouches à nourrir sur la planète. C'est un peu le contraire qui se passe. Et surtout, du moins pour les vieux pays industriels, mais surtout pour la Russie. Alors c'est là que ça, à mon avis, que quelque chose peut jouer, effectivement, beaucoup plus que les sanctions économiques. Est-ce que Poutine va envoyer tous les jeunes qui arrivent à l'âge adulte sur le front ou dans les usines, ou est-ce qu'il va essayer de jouer sur les deux ?
va-t-il, et c'est là où il peut y avoir une pression chinoise. Les Chinois disent, vous avez besoin de 10 millions de personnes, écoutez, nous avons trop d'habitants. Alors effectivement, la Chine n'est plus en train d'exploser démographiquement comme autrefois, mais il y a quand même un énorme surplus, surtout d'hommes, à la frontière russe d'ailleurs, parce que les politiques de limitation des naissances, c'est-à-dire la loi des 1 bébé par personne, a fait que vous avez toute une population de mâles qui est en surplus, qui n'a pas pu se marier, ou alors qui s'est marié en faisant du trafic avec des Coréennes du Nord, plus ou moins kidnappées, ou du trafic humain venant de Sibérie. Mais qu'on essaie de comprendre, si les Chinois... Les Chinois peuvent envoyer tout ce surplus d'hommes. Néanmoins, c'est une ligne rouge pour les Chinois de dire on participe à la guerre en Russie. Non, mais ils peuvent aller travailler dans les usines d'armement. Ils seraient naturalisés? Ils deviendraient russes? Est-ce que ça, ce serait... Ils deviendraient sibériens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Australie. En Australie, vous avez des quartiers entiers. Je ne veux pas faire de sinophobie ou de racisme bête comme le fait Trump. N'empêche, il faut ouvrir les yeux. Les Chinois, le gouvernement chinois a réussi déjà à implanter énormément d'émigrants en Australie. Allez à Sydney voir ce qui se passe. Vous avez des populations entières auxquelles on a donné des subsides pour pouvoir payer l'impôt qui leur permet d'avoir un visa permanent pour l'Australie. Là, il n'y a même pas à faire ça pour la Russie. Le gouvernement chinois n'a qu'à dire à Poutine, écoutez, prenez tous ces immigrants. Prenez 10 millions d'émigrants chinois, ils n'ont qu'à traverser la frontière sibérienne, ils seront tout près de chez eux s'ils viennent de Mandchourie, et puis ils vous embêteront pas. Bon, vous pouvez leur donner généreusement une nationalité russe s'ils veulent. Que dira le Kremlin? Le Kremlin se fiche de la Sibérie. Poutine pas tellement, mais il y a tellement d'oligarques et de dirigeants soviétiques qui se fichent complètement. C'est pas une priorité pour la Sibérie, ils lâcheront. On connaît l'attachement de Vladimir Poutine à la race russe. Pardon d'utiliser ce mot. C'est le mot qui sort souvent de la bouche de Vladimir Poutine. Attention. Lara Grandzeva, vous allez pouvoir me confirmer ou pas. Ça paraît très pas une question de couleur de peau. Non. C'est culturel, c'est pas racial. Oui, en fait, effectivement, c'est une solution rationnelle qu'on peut prévoir juste en fonction de taille de pays et de population. Effectivement, du côté chinois, il y a un surplus énorme. En même temps, le régime de Poutine est assez xénophobe. Et imaginez que, d'ailleurs, il y a beaucoup de peur en Russie que la Sibérie soit colonisée par les Chinois. Et c'est assez xénophobe aussi dans ce sens-là. Donc j'imagine mal qu'il peut accepter le fait de perdre les territoires. Il a construit son régime sur l'idée de réunir les territoires russes historiques et après les donner aux Chinois. Ça, après, il donnera pas aux Chinois. Il donnera pas aux Chinois. Il rêvera au fait qu'on va russifier tous ces Chinois, comme on a russifié les Yakoutes, les Evenks et autres Tchouk. C'est ça. Dans sa tête, c'est ça qui se dit. De russifier le monde. C'est ça qui se dit. Voilà, exactement. C'est le monde russe, Ruski Mir. Bon, d'autant plus que la Russie. Sauf que c'est pas lui qui. C'est la Chine qui gagnera. Il va falloir que je vous donne cet autre chiffre, mon colonel. C'est intéressant pour vous parce que il y a ce réarmement démographique qui est capital. On a vu que c'était aussi les limites de la guerre. Oui, la Russie a été impactée, notamment la guerre. Ça donne aussi une population qui diminue, notamment chez les jeunes. Plus de retraités que de jeunes actifs. Mais la Russie prévoit de dépenser pour son réarmement. Et elle ne prévoit pas de dépenser une somme minime. Elle prévoit de dépenser 1100 milliards de dollars pour se réarmer. À titre de comparaison, que vous puissiez comprendre, vous qui nous regardez à la maison, eh bien en Europe, ce réarmement qu'on attend encore, attention, qu'on attend encore, c'est 800 milliards d'euros. Rien que pour la Russie, 1100 milliards. Mon colonel, qu'est-ce que ça veut dire? 1100 milliards d'ici 2036. Ça veut dire qu'on se réarme au cours des 11 prochaines années avec des forces, des alliés qui ne sont pas des moindres. On a l'Iran, on a la Corée du Nord, on a tous les BRICS aussi qui ne prennent pas parti, mais on a bien vu les proxys, Chine, Inde, etc. Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, c'est un budget supérieur au budget américain qui vient de passer les 1000 milliards de dollars et qui est faramineux. Deuxièmement, si la Russie arrivait à consacrer un budget comme ça pour son armement,
en capacité de production, ce serait le double ou le triple de la capacité de production des États-Unis d'Amérique, parce que les salaires sont inférieurs, le coût de production est bien moindre en Russie qu'aux États-Unis. Ça montre que Vladimir Poutine, lui, il voit une guerre sur le long terme. À long terme, et contre l'Occident. Il n'a pas besoin d'un budget comme ça pour se défendre. Arriver à battre l'Ukraine. Et ça, je crois que nos chefs d'État, alors je ne sais pas s'ils ont vraiment compris, ils donnent l'impression d'avoir compris. Nous avons compris à notre humble mesure. On imagine on espère que nos chefs d'État ont compris que cette somme... Ils ont au moins 3 ans de retard déjà. Oui. Parce que c'est au moment de l'invasion de l'Ukraine qu'il fallait tout de suite commencer à réarmer. Moi, j'ai travaillé dans les programmes d'armement. Les temps de réponse des programmes d'armement, mais c'est en années, voire en décennies pour les programmes très perfectionnés comme le Rafale ou un nouveau porte-avions nucléaire, etc. Donc, si on veut faire face à un réarmement massif de la Russie... Il faut accélérer, on aura compris. Absolument. En attendant, les Russes, eux, ont des alliés qui sont très importants et qui sont capables de leur fournir beaucoup. Cela dit, j'y crois pas. Plus de... Renseignements ukrainiens. 1000 milliards de dollars... Vous n'y croyez pas. D'investissement de la Russie. Je ne sais pas si la Russie en a la capacité financière.